des 60 ans d'indépendance du Sénégal dans un contexte de pandémie du coronavirus. Quelle lecture faire des mesures sociales annoncées par le chef de l'État? La loi d'habilitation, Macky Sall s'est-il octroyé trop de pouvoir? Quelle analyse faire des réserves de certains leaders politiques? Pour répondre à toutes ces questions, Pabès Diba reçoit ce dimanche Hassan Touré, journaliste, spécialiste des questions de santé publique, et Bakary Domingo Mané, journaliste formateur, directeur de publication du site d'information Monde Afrique. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Merci à vous, Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. La planète semble dépassée, désorientée par ce Covid-19. Tout le monde se confine pour ne pas être contaminé. 188 pays touchés dans le monde. Le Sénégal n'est pas épargné. Messieurs, mes invités, Bakary Domingo Mané, Hassan Touré, chers confrères, vous venez de suivre le point quotidien fait par le ministre de la Santé. Le Sénégal qui a enregistré 3 cas aujourd'hui, soit 9 de moins que le bilan d'hier qui était de 12. Un cas communautaire, un cas contact. Hassan Touré, quelle lecture faites-vous de ces cas enregistrés aujourd'hui? Merci Pabès. Je pense que il faut avouer qu'un seul cas enregistré, un seul cas positif constitue pour nous un problème. A fortiori, s'il y a, même si le nombre par rapport aux autres jours a diminué, mais un seul cas, et surtout un seul cas communautaire, pose en termes de santé publique déjà un problème. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que les mesures qui avaient été prises il y a quelques jours sont en train de donner les résultats escomptés. N'empêche, il faut convenir aussi que ce n'est pas encore la fin. Il faut rester prudent. Il faut continuer à garder les recommandations issues du corps médical. Et je pense qu'il nous reste encore des jours où il faudra être très prudent. Bakary, les cas contaminés au quotidien oscillent toujours entre la dizaine et en dessous. Je rappelle que le bilan record, c'était le jour où on a enregistré 20 cas. Et aujourd'hui, c'est 3 cas. Vous dites que c'est toujours gérable? Oui, si l'on s'en tient aux propos du professeur Sidi, qui dans une interview parue ce vendredi passé, disait simplement que si on reste dans la fourchette des centaines, mais si on atteint les milliers de cas, ça ne serait plus gérable. Parce que le pays n'a pas ces moyens-là, n'est-ce pas, de faire face, disons, à la pandémie à ce moment-là. Deuxièmement, c'est vrai, aujourd'hui on peut se féliciter qu'il y a moins de cas, mais moi, la situation reste préoccupante dans la mesure où c'est la transmission communautaire, n'est-ce pas, qui pose problème. Parce que le porteur du virus ne sait même pas qu'il est porteur du virus. Et les personnes contaminées, n'est-ce pas, montent en flèche à partir de ce moment-là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, c'est vrai, le président de la République a pris des mesures. Ces mesures, on voit sur le terrain certains, disons, qui sont exécutés. Mais il faut dire simplement que le comportement des Sénégalais, et regardez bien simplement au niveau du transport public, les cars rapides, jusqu'à présent, j'ai dit bien jusqu'à présent, les cars rapides, disons, ne respectent pas la loi, ce qu'on leur a demandé de faire, y compris même, n'est-ce pas, les Tata. Parce qu'on a dit que ces transports publics devaient prendre la moitié, mais vous allez voir maintenant, toutes les places sont assises. Toutes les places assises sont occupées, alors qu'en réalité, on avait dit un siège de 2 places doit être occupé par un seul individu. Mais vous allez dans ces transports publics, évidemment, c'est bondé de monde. C'est-à-dire que toutes les places assises sont occupées, alors que ce n'est pas ça, n'est-ce pas, qui a été dit. Donc, si les Sénégalais continuent à se comporter comme cela, évidemment, c'est la porte ouverte, n'est-ce pas, à la transmission communautaire. Et à partir de ce moment, les cas vont exploser. Et le professeur Sidi a attiré l'attention des Sénégalais en leur disant, si les cas explosent,
le Sénégal n'est pas en mesure de faire face en ce moment-là. Donc, je pense que chacun doit vraiment se dire qu'en réalité, nous sommes en sursis. Et ce n'est pas pour rien, même quand tu entends les éléments de langage, n'est-ce pas, du président, que ça soit Macron ou bien le président de la République, quand des présidents vont jusqu'à dire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais attends, quand on parle de guerre, la guerre est conventionnelle. C'est entre pays et pays. Mais pourquoi l'usage de cette métaphore? Ça signifie simplement que aujourd'hui, l'humanité tout entière n'a pas de réponse par rapport à cette pandémie, n'est-ce pas, qui appelle à la fois, qui appelle à la fois nos sens, notre raison et en même temps, n'est-ce pas, la foi. Parce que c'est cela aujourd'hui. C'est vrai, quand on parle de sens, tous les jours, on voit des morts autour de nous, à la télévision. Ça, c'est le regard qui nous permet de dire ça. La raison essaie de nous expliquer ce qui nous arrive, ce qui arrive à l'humanité. Mais l'explication n'est pas fournie, évidemment, il y a toujours des limites à cela. Et à partir de cette limite-là, la raison dit, je donne le relais, n'est-ce pas, à la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire, oui, nous allons respecter, disons, les mesures sanitaires et consorts, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de nous, mais qui relèvent, n'est-ce pas, du bon Dieu. Ce discours-là est audible, quand même, parce que je vous ai parlé de 3 étapes, n'est-ce pas, dans cette histoire, n'est-ce pas, de pandémie. Assane Touré, il y a eu un plan de contingence, couvre-feu, état d'urgence, entre autres mesures. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces mesures sont à la hauteur de la gravité de la situation? Pabès, il faut d'abord convenir d'une chose. La situation est très grave. Quand la situation est très grave, le premier critère qui prouve que la situation est très grave, c'est les chiffres qui, chaque jour, nous sont fournis par le ministère de la Santé. Derrière ces chiffres, il faut voir d'abord, que le Covid-19 est une réalité, ce n'est pas de la fiction. Deuxièmement, il faut voir derrière ces chiffres que c'est des gens comme vous et moi qui en sommes atteints. Il faut voir derrière ces chiffres que sur une population donnée, nous avons des personnes porteurs asymptomatiques et d'autres qui sont porteurs positifs. Derrière ces chiffres, il faut voir que nous sommes dans une situation où les comportements sont en jeu. Il faut voir derrière ces chiffres que nous sommes devant une réelle situation de santé publique. Quand nous sommes devant une situation de santé publique du genre, il y a évidemment des acteurs clés. Ces acteurs clés, vous avez le personnel soignant qui joue merveilleusement bien sa partition, mais qui nous a dit, attention, arrivé à une certaine limite, je ne pourrai plus tenir. Cela se comprend. Mais il y a parmi ces acteurs l'autorité suprême, les gouvernants, qui ont pris le taureau par les cornes, qui ont décrété un certain nombre de mesures édictées par ce personnel soignant, ce personnel expert, technique. Mais il y a les populations. Au sein des populations, vous avez plusieurs segments. Vous avez dans ces populations ceux qui croient que le Covid-19 est une réalité existe et qui respectent scrupuleusement les mesures barrières édictées. Mais vous avez parmi ces mêmes populations ceux qui y croient mais qui n'appliquent aucune mesure. Et vous avez une autre catégorie de population qui n'y croit pas et qui n'applique rien du tout. Le problème fondamental se situe entre ces deux catégories de personnes. Ceux qui y croient, qui n'appliquent pas, ceux qui n'y croient pas du tout. Parce que si aujourd'hui nous avons encore des cas, et a fortiori des cas communautaires, il faut les chercher dans ces catégories de cas.
Et voilà aujourd'hui la situation où nous en sommes. Ce qui veut dire... Ça va être difficile alors. Ça va être très difficile. Il y a un sous-ensemble de cas également parmi ces populations. Parce que vous avez des gens qui sont déjà malades, d'autres types de pathologies, qui ont leur défense immunitaire amoindrie, qu'il faut protéger. Parce que ces gens ne sauront pas résister à une double infection. Vous avez parmi eux, pour ne pas les stigmatiser, pour ne pas les citer, vous avez des personnes HIV. Vous avez des personnes souffrant de diabète. Vous avez des personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires. Vous avez des problèmes qui souffrent d'insuffisance rénale. Voilà encore des sous-ensembles de personnes qu'il faut davantage protéger. C'est donc vous dire que si nous voulons gagner ce combat, ce n'est pas seulement aux médecins qu'il convient de se battre sur le terrain, mais la communauté doit s'engager. Mais pour que la communauté s'engage et gagne ce combat, il y a d'abord cet engagement individuel d'abord et cet engagement collectif ensuite. Il faut que chaque Sénégalais accepte de changer son comportement. En termes de santé publique, quand il y a des situations du genre, la meilleure manière de mettre fin à la propagation du virus, c'est le changement de comportement. Et c'est à ce niveau où nous avons énormément de problèmes. J'ai l'habitude de dire souvent, quand je suis en Afrique, j'ai comme l'impression que l'Africain est suicidaire face à la maladie. Le comportement de l'Africain ne se comprend pas. On vous dit évitez telle maladie, adoptez les mesures barrières. C'est le jour où vous allez dire à un Africain adoptez telle mesure, c'est ce jour-là qu'il va adopter les contre-mesures. Et l'on se demande justement, est-ce qu'en réalité, nous voulons préserver ce que nous appelons notre capital santé? Aujourd'hui en Afrique, nous avions dit au lendemain de la dévaluation du franc CFA que l'Afrique devrait s'orienter vers la médecine préventive au lieu de s'attaquer à une médecine curative qui va coûter plus cher et que nos États n'ont pas les moyens de faire face. Est-ce que vous à travers ce que vous dites, est-ce que vous nous semblez donner raison à Jean-Paul Mirand, le médecin français qui plaide pour l'expérimentation du vaccin BCG en Afrique? Parce qu'au-delà de ces propos condamnables, il y a également le problème de la santé publique en Afrique qui est sous-financée, il faut le dire. L'Afrique n'a pas besoin d'essais vaccinaux. L'Afrique a besoin de pousser ses enfants à changer de comportement. Pabès, c'est en Afrique seulement que la maladie n'est pas amenée à l'hôpital, mais c'est l'inverse qui se passe dans nos pays. On n'a pas de réflexe préventif en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, au lieu d'aller voir le médecin parce qu'on a l'écoute de son corps, on attend d'être réellement malade, de ne pouvoir plus rien faire, que vos parents vous prennent, vous amènent à l'hôpital. Donc au lieu d'amener la maladie à l'hôpital, c'est la maladie qui vous amène à l'hôpital. Voilà le profil de l'Africain. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'arriver à inculquer en chaque Africain le réflexe d'abord d'écouter son corps, le réflexe de savoir qu'est-ce qui peut porter entrave à sa bonne santé ou qu'est-ce qui ne va pas porter entrave à sa bonne santé. Et je pense que c'est de cela dont l'Afrique a besoin. Nous n'avons pas besoin de grands plateaux. Nous n'avons pas besoin, certes, nous avons besoin que nos hôpitaux s'équipent. Mais ce qui est primordial et fondamental pour l'Africain, c'est d'abord le changement de comportement. C'est cela le véritable problème en Afrique. Ce que nous osons faire en Afrique, je suis désolé,
quand vous allez en Europe, le plus petit citoyen n'ose pas le faire parce qu'il a déjà des réflexes d'éviter certaines situations qui peuvent être dommageables pour sa santé. Mais Bakary, Hassan Touré l'a évoqué tantôt, ces catégories de personnes qui ne croient pas à la réalité de la maladie. Mais comment les amener à croire? Qui doit impulser, selon vous, ce changement dont il a parlé? C'est l'État, à travers les forces de l'ordre, à travers les forces de sécurité. Mais est-ce qu'on peut contraindre quelqu'un à croire? Si, en réalité, on ne peut pas contraindre quelqu'un, ça c'est encore un débat philosophique, on ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. Par contre, on peut contraindre quelqu'un à faire quelque chose. De quoi il est question ici? Il est question, comme l'a dit, n'est-ce pas, M. Touré, il est question de changer, de changement de comportement. Je vous ai parlé du transport public là. Mais le problème, ce qui se pose, c'est que j'ai l'impression que nos forces de l'ordre mettent beaucoup plus l'accent sur le couvre-feu de 20h, n'est-ce pas, à 6h du matin. Mais la journée, il y a presque personne. Pourquoi je vous l'ai dit? Voilà, quelqu'un qui quitte les parcelles assainies jusqu'à, disons, à l'université, mais vous ne verrez personne, vous ne verrez aucun élément de force de l'ordre. Or, normalement, ces éléments-là devaient pouvoir aider, n'est-ce pas, disons, le chef de l'État dans l'application des mesures. Quand on voit, par exemple, un transport public qui ne respecte pas le nombre, n'est-ce pas, édicté par la loi, en ce moment, évidemment, on fait descendre tout le monde. Au début, n'est-ce pas, on avait commencé à le faire, mais après, il y a des relâchements. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, contraindre ces gens-là vraiment à se comporter vraiment pour ne pas être des vecteurs, n'est-ce pas, de la maladie, parce que on n'est plus dans la notion de croyance. Non, ici, vraiment, carrément, nous sommes dans les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est comment les populations se comportent pour faire face vraiment à cette maladie. Tant que les mentalités ne changent pas à ce niveau, nous sommes en sursis, une fois de plus. La guerre, et comme disait l'autre, Dan Corona, mais comment on peut terrasser quelqu'un d'invisible? C'est cela aussi. C'est ça la limite. Dan Corona, nous sommes en guerre contre. Tous ces éléments de langage prouvent que, quelque part aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens suffisants pour faire face à cette pandémie. Mais quand même, il y a quelque chose qui relève de nous, c'est le comportement individuel. Très bien. Hassan Touré, c'est dans ce contexte de pandémie du Covid-19 que le Sénégal a célébré hier les 60 ans de son indépendance. Le président de la République a annoncé à cette occasion une batterie de mesures, mais nous nous arrêtons sur les mesures sociales. Pensez-vous que elles sont suffisantes, ces mesures annoncées par le chef de l'État? Je pense que ça peut contribuer à aider dans ce qu'aujourd'hui nous avons comme problème par rapport à cet invite que nous faisons aux populations de rester chez eux. On nous a souvent dit, oui, vous nous demandez de nous confiner chez nous, mais il nous faut manger. Il nous faut trouver quelque chose à mettre sous la dent. C'est vrai. Mais je vais répondre autrement à ceux-là. Le président a fait ce qu'il faut faire en tant qu'autorité, en tant que chef de guerre. Mais je rappelle à ces gens une certaine réalité. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Nous avons nos us et coutumes en Afrique, au Sénégal particulièrement. Mais dès que vous êtes atteint de Covid-19, vous allez à l'hôpital, vous ne verrez personne des membres de votre famille devant vous. Parce qu'à part le personnel soignant équipé en la circonstance, qui est devant vous et vous donne les médicaments, qui font le suivi médical, vous ne verrez pas un seul membre de votre famille parce que vous êtes en situation exceptionnelle. Quand vous perdez la vie, c'est encore pire. Vos parents n'auront pas accès à votre corps. Vos parents n'auront pas la latitude de vous faire le lavage mortuaire et de vous accompagner dans votre dernière demeure. Est-ce que nous pouvons trouver dans la société une contrainte aussi lourde de conséquences, aussi dure? Assurément non.
Et pourtant, c'est la réalité du Covid-19. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire qu'on va chercher le pain quotidien au point de ramener à la maison le virus? Est-ce qu'à ce niveau, il est compréhensible de dire « Oui, je vais chercher à manger, je vais aller faire le gourgour le quotidien et ramener dans la maison, dans un foyer de 10, 15, 20, 30 personnes, la maladie et mettre tout le monde à l'hôpital ». Je dis souvent, quand un chef d'entreprise se lève et n'a pas dans sa boîte tout son personnel, il n'est plus un chef d'entreprise. Quand le père de famille se lève autour du bol, il n'a personne parmi ses enfants, ce n'est plus un père de famille. Quand le marabout arrive et qu'il n'y a pas ses talibés devant lui, ce n'est pas un marabout. Cela veut dire quoi? Que nous avons tous intérêt, si nous voulons préserver notre tissu social, à adopter scrupuleusement les mesures barrières et faire tout pour éviter que la maladie nous gagne. Mais qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Aller dans les cités, pendant qu'il y a le couvre-feu, les grandes artères sont surveillées, mais aller dans les rues, dans les quartiers, les gens continuent, comme disait Bakary, à faire du thé. Qu'est-ce qui est plus dangereux que de se retrouver autour de la théière, d'échanger des verres? Mais le verre, il est susceptible d'un vecteur du virus. Mais on ne peut pas donner à chacun son verre, qu'il le maintienne en main et qu'on lui verse le contenu du thé à chaque fois. On échange les verres, c'est des réalités qui sont là. Donc il y a des réalités qui sont là, palpables. Allez au marché, la promiscuité est telle qu'on ne peut pas s'éviter. Voyez ces femmes, comment elles procèdent pour acheter les légumes. On ne vient pas dire « donne-moi 3 légumes, donne-moi 4 légumes ». On vient les palper. Mais en les palpant, on laisse le virus. En les palpant, on enlève le virus qu'on met dans son panier, qu'on amène à la maison. Aussi bien le vendeur que le client ont un type de comportement à changer à ce niveau. Si l'ensemble de ces mesures prises par le chef de l'État pour appuyer les familles pauvres ne sont pas accompagnées par un changement de comportement radical, ces mesures ne serviront à rien du tout. Il s'y ajoute qu'il faudra tout faire pour éviter de politiser. Mais justement. De politiser ces actions. Justement, c'est ça le problème. Parce que si c'est pour une catégorie de personnes dans la cité et que l'on, à la limite même, recense ces personnes selon leur sensibilité, la clientèle politique. Selon leur sensibilité politique, on rate le coche. Absolument. Et c'est en cela que je dis, le président a fait son devoir, mais attention, que ceux qui se réclament de sa mouvance, que ceux qui ne sont pas de sa mouvance sachent que c'est le Sénégal, vert, jaune, rouge, qui est aujourd'hui menacé. Et que nous devons tous d'oublier nos sensibilités, d'oublier d'où nous venons, d'où nous appartenons, et de constituer un seul bloc qui s'appelle Sénégal et d'aller en guerre contre le Covid-19 pour sauver la patrie sénégalaise. Bakary Hassan l'a dit, ce qui préoccupe beaucoup, c'est comment faire parvenir ces mesures sociales, ces aides, ce fonds-là aux véritables ayants droit. Oui, je pense qu'avant de répondre, disons, à la question proprement dite, je pense qu'il faut encore reposer
disons, le discours du président dans son contexte. On ne va pas disons, s'étendre outre mesure sur la pandémie. Mais dans tous les cas, en écoutant les éléments de langage, on connaît, on se rend compte, n'est-ce pas, de la gravité, n'est-ce pas, de la pandémie. Quand dans le discours du président, il dit, il lâche des mots comme ne baissons pas la garde. Déjà, la notion de garde, ça renvoie au combat. Ouais. Hein, donc, quand il parle de nouvel ordre mondial, hein, donc vraiment, ça renseigne sur la gravité, n'est-ce pas, disons, de la pandémie. Ce qui peut justifier maintenant les mesures, n'est-ce pas, qu'il a prises. 64,4 milliards, n'est-ce pas, vont être mobilisés pour faire face, n'est-ce pas, au Covid-19. OK? Donc, voilà, une enveloppe de 18,5 milliards. C'est-à-dire qu'à la fois l'électricité qui est de 15,5% et, disons, l'eau qui est de 3%, 3%, donc, 3 milliards. Donc, le tout donne, disons, fait, 18 milliards,5. Donc, c'est des mesures sanitaires. Très bien. Mais, vous avez posé la question, comment se fera la clé de répartition? Et là, pour répondre à votre question, je suis allé voir vraiment une étude, n'est-ce pas, de l'Agence des statistiques, l'ANSD, une étude intitulée « Le Sénégal, à l'écoute du Sénégal de 2014 », qui a été réalisée à la fois par l'ANSD et, disons, la Banque mondiale. Mais les chiffres sont effarants. C'est-à-dire que quand on vous dit que dans ces pays, plus de la moitié, n'est-ce pas, des populations, n'est-ce pas, est pauvre. En réalité, on a parlé, n'est-ce pas, dans l'étude, de 56,5% des ménages, n'est-ce pas, qui se disent pauvres. Et parmi celles-ci, 44,7%, hein, disons, 47,7% se disent très pauvres. C'est-à-dire qu'entre la pauvreté et le seuil, disons, voilà donc, et au niveau de Dakar même, vous avez 38,2%, n'est-ce pas, des ménages qui vivent dans la pauvreté. Maintenant, il y a une disparité entre la ville, n'est-ce pas, et la campagne. Au niveau vraiment de la campagne, nous sommes à 69%. 69%, n'est-ce pas, de ménages qui se disent pauvres. Et parmi ces ménages-là, toujours dans la campagne, 53,2%, n'est-ce pas, se disent très pauvres. Donc, pour conclure, que pour moi, la situation est tellement grave que je me pose la question comment l'État doit s'y prendre. Si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas se fier, comme je l'entends certains politiciens, n'est-ce pas, disons, donner leur avis sur la question, parce qu'ils parlent vraiment des bourses familiales. Ce fichier est un fichier corrompu par la politique politicienne. Parce qu'il y a des Sénégalais qui avaient droit vraiment à cette bourse familiale, mais qui n'ont pas eu 2 ans qui ont été mis de côté parce que simplement, ils ne sont pas du même bord politique, n'est-ce pas, que la mouvance présidentielle. Donc pour moi, de mon point de vue, le fichier concernant les bourses familiales ne doit pas être la référence, n'est-ce pas, pour distribuer les vivres. Voilà. Au contraire, ce sont ces études-là. On doit se baser sur les enquêtes, n'est-ce pas, de l'ANSD, hein, de l'agence de la statistique, pour pouvoir vraiment procéder, disons, à la distribution vraiment des vivres. Donc, pour moi, une fois de plus, quand vous avez des autorités ou certaines d'entre elles qui ne pensent jamais à la génération, mais qui pensent à la prochaine élection, on peut se demander. D'ailleurs, même, je pense qu'on va en venir avec la loi d'habilitation et consorts, tous les pouvoirs qu'on a donnés. Ouais. Voilà, donc on peut se demander, voilà quoi, est-ce que les choses se passeront comme il se doit, de manière à ce que l'aide vraiment parvienne à ceux qui en ont vraiment droit. Et là, je pense que chaque Sénégalais doit être sa propre sentinelle. Aussi bien vraiment les médias, que ce soit dans les régions ou à Dakar, ils doivent surveiller vraiment comment, disons, cette aide a été répartie. C'est-à-dire que l'aide alimentaire est parvenue, disons, aux familles. Moi, je dis une fois de plus, d'abord, je suis même pas, je disais que c'est bien la mesure salutaire, 64,4 milliards de francs vraiment pour faire face au Covid-19, mais de mon point de vue, on aurait dû augmenter cette enveloppe encore. On aurait dû augmenter cette enveloppe. Pour moi, aujourd'hui, le Sénégal doit aller vers un dépistage massif.
c'est le dépistage massif, de mon point de vue, qui peut faire face vraiment à la transmission communautaire. Mais oui, vous me direz. Moins aussi, mais justement, Bakary. mais on va dégager une enveloppe de 100 milliards de francs. 100 milliards de francs. Mais dans cette enveloppe, ils ne prennent que 64,4 milliards consacrés vraiment au Covid-19. Je pense qu'on doit mettre l'accent sur cela. Vraiment, d'abord, les structures qui font ces tests, on doit les démultiplier. Aujourd'hui, vous n'avez que RSF et Pasteur. Et bon, on nous annonce que Ziguinchor aura son truc, mais moi, je souhaite que chaque région ait vraiment son centre de dépistage. Donc, si on arrive à faire cela, je pense qu'on pourra lutter contre les transmissions, parce qu'on est dans la prévention en ce moment-là, on n'est pas dans le traitement comme cela. Attendre que les cas suspects, et ensuite parmi ces cas suspects, voir quels sont les cas positifs. Non, je ne pense pas que c'est comme cela qu'on va arriver à bout du Covid-19. Un pays comme l'Allemagne l'a fait, mais l'Allemagne n'est pas le Sénégal. Ah, mais bien sûr, mais je dis une fois de plus, mais attends, le problème dans nos pays africains, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens. Les moyens qu'il y a, souvent sont détournés par des personnes. C'est ça la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, sur 1000 milliards, c'est là où on devait voir les ambitions de nos politiques par rapport à la politique sanitaire. C'est-à-dire, moi, oui, si vraiment ils avaient de l'ambition, dire que sur l'enveloppe de 1000 milliards, qu'on puisse au moins 200 milliards vraiment pour faire face au Covid-19. Donc, acheter du matériel, mettre en place des structures sanitaires, donc par-ci par-là, mais on va attendre que les choses vraiment deviennent ingérables pour pouvoir agir, et en ce moment-là, ça serait trop tard. Le dépistage massif à Saint-Touré, est-ce que c'est possible, c'est adapté pour le Sénégal? Disons que on en parle de plus en plus, et les experts se préparent pour en tout cas renforcer les moyens de dépistage. Au départ, il n'y avait que l'Institut Pasteur pour procéder à ces examens sérologiques. Aujourd'hui, en plus de l'Institut Pasteur, nous avons l'IRSS. Il y a, à partir de la semaine prochaine, des tests rapides qui certainement vont être mis en place et déployés. Cela veut dire quoi? Qu'on va accroître le nombre de cas testés, ce qui en soi n'est pas mal. N'oublions pas que nous avions un nombre de près de 2000 et quelques personnes qui étaient des personnes contacts, des personnes à haut risque, qu'il fallait d'abord diagnostiquer pour voir s'ils sont positifs ou pas. La grande bataille se situe d'abord là. Nous avons des contrôlés positifs qui ont eu des contacts, et il fallait tout faire pour endiguer ces contacts et éviter qu'ils aient à propager davantage. Ce qui a été fait et qui est en soi un élément salutaire. Aujourd'hui, dans ce lot, de plus en plus, certains reviennent négatifs, Dieu merci. Mais il en reste encore. Si nous arrivons à terminer ce lot de personnes contacts à haut risque de premier degré, et que ces gens reviennent quasiment tous négatifs, ou en tout cas à des degrés moindres, c'est déjà un pari de gagner. On peut très vite atteindre le pic. Tant que nous n'aurons pas atteint ce pic, qui nous permet de savoir que nous sommes arrivés à un stade ultime, maintenant on se bat pour décroître, prendre en charge les malades, les sauver et arriver à un moment où il n'y aura plus qu'un seul cas de Covid-19 dans notre pays. Mais le problème, c'est qu'au même moment où on se bat, on nous apprend ça et là, des Sénégalais venant d'ailleurs, se faufiler à travers les mailles de nos frontières poreuses pour arriver encore dans ce pays. Oui. Mais ce pays ne leur est pas interdit. Mais qu'ils aient au moins... Moi, je dis, ce qui est fondamental pour nous, ce n'est pas de tester massivement les gens. Ce qui est fondamental pour nous, c'est le changement de comportement, c'est la prise de conscience. Le réflexe que chacun de nous doit développer, qu'il soit de l'intérieur du pays ou un Sénégalais de l'extérieur, se disant à l'heure actuelle, si je vais dans mon pays, je ne suis pas sûr, premièrement,
que moi je suis sain là où je suis, je peux être porteur du virus et être asymptomatique, arriver dans mon pays, je développe. Et Hassan Touré, il y a deux situations déjà au Sénégal. Touba, par exemple. Oui. Touba, on note un ralentissement des cas contaminés. À l'inverse de Dakar, où ça augmente tous les jours. C'est une question de discipline. Ni plus ni moins. À Touba, quelqu'un est arrivé par méconnaissance. Parce que ça aussi, il faut le souligner. Moi, je suis persuadé que si ce Sénégalais établi à l'extérieur savait qu'il était porteur du virus, il n'aurait pas contaminé sa famille, mais alors pas du tout. Sa fille, oui. Ça, il faut se le dire. Absolument. Donc, ça a été une erreur de sa part, mais il faut comprendre aussi l'état d'esprit de ces Sénégalais quand ils sont à l'extérieur. Moi, j'avais dit, à travers les ondes d'une télévision de la place, voilà le schéma qui va se passer. Les Sénégalais vont chercher à fuir certains pays où déjà le Covid-19 sévit. Rentrer dans ce pays et ils vont venir porteurs du virus, mais asymptomatiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Touba. Mais le problème, c'est une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de discipline. On a beau dire, mais qu'est-ce qui caractérise le talibé mouride? C'est d'abord la soumission. La discipline. On peut être contre, mais on est enclin d'accepter que c'est des gens disciplinés, soumis. Ça a été une erreur de sa part. Mais dès que les autorités de la ville ont été saisies du problème, des mesures ont été édictées et tous les talibés se sont conformés à ces mesures qui coïncident avec les mesures édictées par le personnel soignant. Ce n'est pas étonnant que dans un tel contexte, qu'on ne puisse plus retrouver des cas. Parce que les gens appliquent à la règle les directives du marabout. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il faut que les marabouts, les porteurs de voix, s'impliquent dans la lutte. Parce qu'ils sont écoutés. Ils sont suivis par une catégorie de personnes. Il faut qu'ils donnent le bon exemple. Il faut qu'ils donnent le ton. Et ça fait partie des mesures, de l'arsenal de mesures qu'il faut prendre pour arriver à contenir ce Covid-19. Mais qu'est-ce qui se passe en retour à Dakar? Mais c'est le melting pot à Dakar. C'est le monde du déflumanaire. Chacun se prend pour un demi-dieu. Chacun pense qu'il est maître là où il est. Mais si en Chine, on a pu réussir le pari d'enrayer le Covid-19 en peu de temps, alors que c'était le foyer, l'épicentre même de la maladie. Pour une bonne part, c'est parce que les Chinois sont disciplinés. Mais aujourd'hui, c'est désolant de le dire et de le constater, le Sénégalais, comme je vous dis tout à l'heure, il n'y a pas plus suicidaire devant la menace d'une maladie que le Sénégalais. Et toutes ces situations que vous voyez, si nous multiplions les tests, mais certains vous diront, je ne ferai pas de tests. D'autres vous diront, oui, les tests là, c'est pour m'empêcher d'avoir des enfants. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Et ensuite, les tests coûtent de l'argent. Oui. Mais changer de comportement ne coûte rien du tout à l'État. Et nous pouvons, à partir de ce moment, renflouer notre économie. Vous savez, le Covid-19 est en train de mettre à genoux les économies des pays. Oui. Après, on va dire, il y a beaucoup de jeunes en chômage. Après, on va dire, oui, on n'a pas équipé nos hôpitaux. Après, on va dire, oui, il y a telle situation, telle autre situation. Mais on ne développe pas un pays, un seul président, fût-il le plus dévoué, ne peut pas développer un pays. C'est l'ensemble des citoyens qui peuvent développer un pays. Très bien. Bakary, la loi d'habilitation a été votée mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Et certains disent que Macky Sall s'est octroyé trop de pouvoir. Oui, la loi d'habilitation, c'est vrai, donne la possibilité maintenant
au président de la République de prendre des ordonnances pour tout ce qui relève, n'est-ce pas, de la loi. Déjà, le libellé en question prouve que, de mon point de vue, évidemment, c'est excessif. Deuxièmement, l'amendement, n'est-ce pas, du garde des Sceaux, vraiment était quelque chose d'incompréhensible. À la limite même, je ne sais pas pourquoi vraiment le garde des Sceaux a eu cette inspiration. Dans le texte, n'est-ce pas, qu'il a voulu proposer. Au final, mais quand même, il faut le dire. Il faut le dire, parce que simplement, la société civile, l'opinion commençait vraiment à en parler, c'est pourquoi ils ont retiré. Mais pourquoi lui-même a pu vraiment nous proposer ce libellé-là, où il parle de tous ordres juridiques. Non, attends, vraiment, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si cette loi passait, on aurait fait vraiment du président de la République un léviathan, dont parlait Hobbes, n'est-ce pas? C'est le léviathan qui avait le droit de vie ou de mort, n'est-ce pas, sur ce sujet. Non, heureusement. Et même cela d'ailleurs. C'est-à-dire, même quand ils ont enlevé cela, pour moi, le texte n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on dit qu'on donne les pleins pouvoirs au chef de l'État pour gérer les questions d'ordre économique, d'ordre sanitaire, d'ordre sécuritaire. Mais voilà quoi, donc sans aucune lisibilité. Je veux dire, c'est vrai qu'il a décidé qu'il va mettre en place un comité de pilotage. Certainement, ce comité de pilotage va nous proposer un plan vraiment avec un chronogramme vraiment très très clair. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, moi, je comprends évidemment l'attitude de certains opposants, n'est-ce pas, qui ont refusé carrément de voter, d'abord de participer même au vote de la loi, parce que la loi même a été, de mon point de vue, vraiment violée. Parce que sur 165 députés, on n'a choisi que 33. Je dis bien choisi, 33 députés. Pour vraiment voter, n'est-ce pas, la loi en réalité. Oui, mais ça, c'est le fruit d'un consensus entre députés, entre groupes majoritaires, opposition, non alignés. Quel consensus? Le consensus sur la loi. Non, mais même si on s'accorde, c'est quelque chose. Pour procéder je défends la Constitution. Je suis en train de défendre la Constitution. Voilà, donc c'est quoi? Ça dit que ces 33 personnes, n'est-ce pas, qu'on a choisies. Évidemment, nous sommes dans le domaine du mandat impératif. Or, la loi est très claire, le vote, n'est-ce pas, est personnel. Ça, c'est mon point de vue. Comme tu l'as dit, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le permet. Non, mais la Constitution est au-dessus, n'est-ce pas, du règlement intérieur, dans tous les cas. Donc moi, vraiment, c'est la première anomalie, n'est-ce pas, que j'ai vue. Et ensuite, le comportement, n'est-ce pas, des gardes des Sceaux. Heureusement qu'ils sont revenus, n'est-ce pas, sur leur... Et deuxièmement, mais dans le texte, moi, je ne vois pas trace vraiment des 1000 milliards. Voilà, donc comment ça va être... voilà, je ne vois pas trace, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que même quand on dit, donnons la possibilité au chef de l'État de prendre des ordonnances, évidemment, pour faire face aux questions d'ordre économique, social, d'ordre économique, juridique et consort, et même à ce niveau-là, évidemment, rien n'est clair. Donc, il n'y a pas de clarté qui nous dit que, voilà, dans les conditions, voilà, dans les domaines, les conditions de faisabilité et consort. Donc, moi, je peux comprendre que des députés disent, comme c'est pas clair, on ne peut pas lui donner un blanc-seing, n'est-ce pas? Donc, je peux le comprendre. Et moi, à mon niveau aussi, je le comprends ainsi. Dans tous les cas, je pense que le Covid-19 ne doit pas être le champ ou du moins l'occasion pour qu'on sorte, pour qu'on se lance dans un domaine de non-droit. Ce n'est pas parce qu'on doit faire face, n'est-ce pas, au Covid-19 qu'il ne doit pas y avoir d'opposition dans ce pays, que la vérité, n'est-ce pas, doit être confinée. Ce n'est pas ça ma perception des choses. On doit pouvoir faire mieux d'opposition. Voilà. La vérité doit être dite, mais dans des formes, n'est-ce pas, acceptables, dans tous les cas. Mais on ne doit pas, vraiment, l'opposition ne doit pas renoncer, encore moins l'Assemblée, renoncer à ses prérogatives, voilà, pour dire, dans tous les cas, on laisse faire.
Non, on ne doit pas laisser faire. On lui donne certaines prérogatives, certes, mais il faut surveiller. Et d'ailleurs, à la fin du Covid-19, on va faire le bilan. Mais vous l'avez dit tantôt, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Oui, mais ça ne veut pas dire que... Oui, mais il faut qu'il y ait quand même un général devant et les troupes derrière. Il ne faut pas s'y exagérer quand même. Vous savez, la loi est très claire en la matière. Donc, l'intégrité territoriale n'est pas menacée. Voilà, parce que ça, il faut aller voir la Constitution, ce qu'a dit la Constitution. L'intégrité territoriale n'est pas menacée, donc les pouvoirs ne sont pas... Donc nous sommes en guerre, je dis que c'est une métaphore. Mais Bakary, beaucoup d'États actuellement sont à terre. Oui, d'accord, mais en réalité, nous sommes dans le domaine de la métaphore. Nous sommes en guerre, je l'ai dit une fois de plus, ça s'utilise dans des cas de guerre, n'est-ce pas, conventionnels. Ici, quand on dit que nous sommes en guerre, ça ne veut pas dire que nous sommes réellement en guerre. Mais dans des pays où la liberté est consacrée, on confine les gens, on leur demande de ne pas sortir. Je donne un exemple. Aux États-Unis, là, au Sénat, les républicains, n'est-ce pas, et les démocrates. Allez en France aussi, au niveau du Sénat. Ça fait l'objet d'une discussion. Ça dit que les moyens qu'on doit attribuer dans la lutte contre le Covid-19 a fait l'objet de discussion. Au Sénat, au moins, c'est une dizaine de jours. Pardon, aux États-Unis. Américains démocrates et républicains ont croisé le fer. Donc, pour dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation particulière que on doit oublier que nous sommes dans une démocratie. Non, je suis d'accord. Il y a certaines limites qu'on peut s'accorder, mais on ne doit pas confiner que pour autant disons la vérité, encore moins, disons, le rôle des opposants dans des cas précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opposants, le président, je termine là, le président les a reçus. Mais attends, je pense que chacun d'eux a dit entre quatre murs ce qu'il pensait même si la plupart d'entre eux qui sont sortis, évidemment, ont montré que vraiment ils ont laissé carte blanche au président de la République. Voilà. Hassan Touré, très rapidement, comment analysez-vous les réserves émises justement par Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye ou Mamadou Lamine Diallo par rapport à cette loi d'habilitation et les pouvoirs que s'est octroyé Macky Sall? Ils sont dans le rôle d'opposants. Ils sont dans le rôle de ne pas pouvoir donner un blanc-seing au président. Mais la réalité est autre. Une épidémie, c'est une situation d'abord d'exception. Une épidémie, ce n'est pas seulement une affaire de médecins. Une épidémie, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'équipe. Une épidémie a des exigences. Une épidémie, on n'a pas le droit de tâtonner, on n'a pas le droit de trop réfléchir. C'est comme une urgence médicale. On est spécialiste, on sait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire et vite et bien faire. C'est cela, lutter contre une épidémie. On n'a pas le temps de poursuivre des procédures indéfiniment. On n'a pas le temps d'appliquer des règles que jadis on appliquait pour passer un marché. L'épidémie ne vous attend pas. Surtout une épidémie qui s'appelle Covid-19, qui va à une vitesse exponentielle. Contrairement à ce que dit Bakary, ce n'est pas fictif. Nous sommes réellement en guerre. Regardez le nombre de morts qu'il y a à travers le monde. Aux États-Unis, en 24 heures, une guerre même conventionnelle ne fait pas autant de morts. Parce qu'aujourd'hui, c'est des guerres propres. C'est des opérations chirurgicales qu'on fait. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de morts qu'il y a en France. Regardez le nombre de morts qu'il y a aux États-Unis, la première puissance mondiale. Regardez le nombre de morts qu'il y a en Italie. Quelle est l'arme que moi, ennemi, je peux utiliser pour mettre hors de vie autant de monde en un peu de temps? Ça veut dire quoi? Qu'au Sénégal, il faut qu'on fasse vite et bien, mais surtout qu'on fasse preuve de réalisme. Merci.
Merci Hassan Touré, journaliste spécialiste des questions de santé publique, et Bakary Domingo Mané, journaliste formateur, directeur de publication du site Monde Afrique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la mise en onde de remue-ménage. Tout de suite, le flash avec El Hadji Ndiogou Diène.